Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Pourquoi le Groenland est un des territoires les plus convoités au monde ? Cette île polaire, située au carrefour de l'Europe et de l'Amérique du Nord, et grande comme 4 fois la France, est au cœur d'enjeux géopolitiques cruciaux, même si elle ne compte que 57 000 habitants. Le président américain Donald Trump clame vouloir annexer l'île. Et pour cause, le Groenland regorge de ressources très convoitées et en partie inexploitées. Pétrole, gaz ou encore terres rares, si les réserves escomptées sont à la hauteur des espoirs, les Groenlandais pourraient devenir un des peuples les plus riches au monde, du moins par rapport au nombre d'habitants. Autant de potentiel économique pour ce territoire autonome rattaché au Danemark. Mais les Groenlandais comptent bien faire entendre leur voix et capitaliser sur leurs ressources uniques, rêvant même d'indépendance. On fait le point entre fantasme et réalité, car l'exploitation des richesses de ce territoire reste encore presque impossible. Un épisode préparé et réalisé par Prune Benedini avec Camille Bas-Vollert, correspondante de l'AFP pour le Danemark, et Miko Blujon-Méred, enseignant à Sciences Po en géopolitique des Outre-mer et des régions polaires. Sur le fil. Le Groenland, c'est une terre de paradoxes. C'est un paradoxe écologique, c'est un paradoxe humain, c'est un paradoxe économique. Et effectivement, donc le Groenland se situe aujourd'hui au carrefour de tous les grands enjeux du XXIe siècle. Mais c'est un territoire qui n'est pas indépendant, c'est un territoire qui appartient encore au Danemark. C'est un outre-mer, si vous voulez, du Danemark. Mais c'est un outre-mer qui jouit d'une très très grande autonomie. Miko Blujon-Méred est géopolitologue et l'auteur d'un ouvrage sur les mondes polaires. Et comme il me l'a expliqué, le Groenland n'est plus une colonie du Danemark depuis 1953, même si Copenhague reste responsable de sa défense, de sa sécurité, de sa monnaie et de ses affaires étrangères. Depuis 2009, son autonomie a été élargie. Le Groenland est seul maître à bord sur la gestion des ressources naturelles et notamment à qui les vendre. Pourquoi est-il si courtisé ? Écoutez Rebecca Pincus, la directrice de l'Institut polaire du Wilson Center, lors d'une audition devant le Sénat américain le 12 février. Ma conclusion, c'est que la région arctique est d'une importance stratégique et durable pour les États-Unis et qu'elle a acquis un intérêt mondial supplémentaire en raison de ses ressources naturelles, de ses voies de navigation émergentes et de sa pertinence pour les questions spatiales. On comprend mieux le rôle du Groenland dans un contexte plus large. L'Arctique recèle de ressources naturelles, notamment des minéraux, des hydrocarbures et des poissons. Les voies de navigation, notamment la route maritime du Nord le long de la côte russe et le passage du Nord-Ouest, suscitent un intérêt croissant à mesure que la couverture glaciaire diminue. Camille Bas-Vollert, elle, a réalisé plusieurs reportages au Groenland. C'est un territoire qui fascine et qui fascine notamment les chercheurs, les scientifiques. Donc c'est un territoire qui, pour le coup, ça a beau être recouvert à 80% de glace, c'est extrêmement bien cartographié. Une mine d'or, du lithium pour les batteries électriques ou encore des gisements de pétrole. Voilà ce que contiennent les sols du Groenland. On y trouve aussi ce que Miko appelle des matériaux critiques ou terres rares, des matériaux très utiles dans les nouvelles technologies et très peu présents sur le reste du continent européen, mais encore inexploités, comme le molybdénum. Si on pouvait l'exploiter au Groenland, tout de suite, ça rendrait une forme de souveraineté sur ce volet-là aux Européens. Donc c'est pour ça que les Européens vont aller investir au Groenland. Mais dans le même temps, on a la même chose aux États-Unis, où on va avoir un secteur de la tech, un secteur de l'énergie qui est en plein boom, notamment à cause des grands besoins de l'intelligence artificielle, qui consomment énormément d'énergie, et dans ce contexte-là, qui vont consommer aussi énormément de métaux. Si on prend l'ensemble des 50 métaux ou matériaux stratégiques identifiés par le gouvernement américain, vous allez retrouver 44 de ces 50 métaux ou matériaux stratégiques présents en quantité suffisante pour être exploités commercialement au Groenland. Si on fait la même chose au niveau de l'Union européenne, c'est un peu plus de 25 matériaux critiques ou stratégiques sur une liste de 34 qu'on va retrouver là aussi au Groenland. Et c'est pour ça que le Groenland va attirer. Mais de l'autre côté, il y a des acteurs comme la Chine qui, notamment sur le sujet des terres rares, n'ont pas envie de voir le Groenland apporter une concurrence et apporter une forme de souveraineté à leurs concurrents directs que peuvent être les Européens ou les Américains. Avec la fonte des glaces, ces matériaux
matériaux rares seront bientôt de plus en plus facilement accessibles. Et le gouvernement groenlandais entend bien attirer des investisseurs étrangers, comme dans ce film promotionnel de 2019. Le Groenland est un super endroit où travailler. J'ai travaillé dans plus de 30 pays et le Groenland est un excellent lieu où investir. La législation est tout à fait claire et les gens avec lesquels on travaille sont efficaces et compétents. C'est très facile de chercher des minerais au Groenland. En tant qu'entreprise non groenlandaise, il vous suffit de faire une demande en ligne et vous obtenez très rapidement votre licence d'exploitation. Les investisseurs doivent comprendre que le Groenland est l'endroit où il faut aller. Le Groenland veut aussi renforcer son économie en diversifiant ses sources de revenus. Pour l'instant, plus de 95% de ses exportations proviennent de la pêche. Et le gouvernement mise de plus en plus sur le tourisme, en ouvrant par exemple en septembre 2024 son tout premier aéroport international dans la capitale, Nuuk. Mais en dépit de ces promesses de nouvel Eldorado, Camille nous rappelle que le Groenland reste un territoire encore très hostile. C'est un climat arctique, donc c'est un climat où le travail est pas forcément aussi facile à être réalisé, il fait horriblement froid et il y a aussi un vrai problème d'infrastructure. Il n'y a pas de route entre toutes les petites villes. La plupart des gens, on est obligé soit de se déplacer en bateau, ce qui est forcément plus long, soit de se déplacer en hélicoptère ou en avion. Donc en termes d'infrastructure, le Groenland est assez pauvre. C'est aussi pour les entreprises étrangères qui veulent investir, c'est une vraie question parce que il faut aussi mettre la main au porte-monnaie et c'est des coûts à prendre en compte qui font que la facture au final va être plus longue dans ton investissement. Et je sais que l'Institut géologique danois, ils ont évalué qu'il y avait à peu près plus de 36 millions de tonnes de ressources en terres rares au Groenland. Le seul truc, c'est qu'apparemment, sur ces plus de 36 millions de tonnes, il n'y en aurait que 1,5 qui serait exploitable. La calotte de glace de presque 2 km d'épaisseur et qui recouvre près de 80% du territoire rend pour l'instant difficile, voire impossible, l'exploitation. Et le sujet divise le nord, dont la majeure partie est inhabitée, et le sud de l'île, comme nous l'explique Mikko Blujon-Méred. En fait, les exploitations qu'on envisage le plus, et qui pourraient être celles qui rapportent le plus d'argent à court terme aux Groenlandais, sont essentiellement dans le sud du pays. Et en réalité, c'est une zone qui est un peu plus tempérée que le reste. Donc fondamentalement, dans le sud du pays, il y a un intérêt pour le développement de l'agriculture, de l'élevage, il y a un intérêt pour le développement du tourisme. Et donc, ces intérêts-là contrebalancent l'intérêt pour le secteur minier. En disant, si on fait trop de minerais dans ces zones-là, vous allez avoir des situations avec une pollution environnementale qui est telle, même si vous avez une exploitation responsable, entre guillemets, vous allez avoir non seulement un déficit d'image qui va nuire au tourisme, et vous allez certainement avoir des pollutions qui vont nuire à l'agriculture et à l'élevage. La préservation de l'environnement, c'est aussi ça qui a conduit l'arrêt du projet de la mine de Kvanefjeld il y a 4 ans. Cette réserve au sud de l'île pourrait être pourtant le 2e plus gros gisement de terres rares au monde, juste derrière la Chine, et le 6e d'uranium, un combustible nucléaire. La population était très inquiète à l'idée d'extraire de l'uranium. Et l'opposition a été telle que finalement le Groenland a décidé qu'il n'autorisait plus aucune extraction de matériel radioactif. Donc pour l'instant, tout est au point mort et toute la classe politique est d'accord pour ne pas revoir cette loi. Quand on regarde toutes les mines qui sont effectivement commercialement exploitables à une certaine échelle, et qui pourrait générer suffisamment de revenus fiscaux, on se rend compte qu'en réalité, on ne peut pas aujourd'hui au Groenland bâtir un modèle d'indépendance uniquement basé sur le secteur minier. On ne peut pas non plus bâtir un modèle d'indépendance sur le secteur pétrolier ou gazier, puisque c'est un secteur qui a vocation à péricliter dans la deuxième moitié du XXIe siècle. Mikko fait ici référence à la date limite de 2050. D'ici là, et selon l'accord de Paris sur le climat, près de 200 pays devront réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de limiter le réchauffement climatique, ce qui n'est possible qu'avec une réduction très importante des énergies fossiles comme le pétrole et le gaz. En revanche, si les Groenlandais s'intéressent à la question des énergies renouvelables, c'est parce que là, pour le coup, avec l'avantage comparatif qu'ils ont d'avoir notamment les vents les plus puissants et les plus continus de la planète sur certaines parties du littoral, bâtir des modèles économiques où ils produiraient des énergies renouvelables, eh bien tout simplement, les Groenlandais, là, se disent « Ah, il y a un modèle économique qui peut être durable sur le très long terme, pas juste au XXIe siècle, mais même au-delà. » Car c'est ça la question sous-jacente dans tout sujet au Groenland, son indépendance. Le Groenland a beau être un territoire autonome,
près de la moitié du budget de son gouvernement dépend de subventions danoises. D'où le souhait d'exploiter ces ressources pour avoir plus de fonds propres. Dans un sondage réalisé en janvier, 56% des Groenlandais répondent qu'ils voteraient en faveur de l'indépendance du Groenland si un référendum était organisé aujourd'hui. La place du Groenland dans la géopolitique mondiale était aussi au cœur des débats lors des dernières élections législatives en mars. Elles ont été remportées par les indépendantistes modérés avec un programme très clair. Il faut que, 1, on préserve l'environnement, qu'on préserve notre société, 2 et 3, qu'on préserve notre relation avec nos différents partenaires, notamment notre partenaire historique, qui est le Danemark, en faisant en sorte de développer, certes, tous les fondamentaux pour atteindre l'indépendance, mais sans radicalité, et prendre le temps d'y arriver. Donc, en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'au Groenland, il y a véritablement aujourd'hui une volonté d'atteindre l'indépendance, mais pas n'importe comment. Le processus d'indépendance du Groenland est déjà prévu par la loi et passerait notamment par un référendum d'autodétermination. D'après les textes, ce processus, une fois lancé, pourrait prendre plusieurs dizaines d'années, car se séparer n'est pas si facile. Une autre ancienne colonie du Danemark, l'Islande, a mis 26 ans dans la première moitié du XXe siècle avant de devenir un pays indépendant. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis Emmanuelle Bayon. Sur le fil revient demain. Et je vous dis à bientôt.